Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Alors aujourd'hui je reçois Clément Grandjean. Bonjour. Bonjour. Alors Clément Grandjean a 25 ans et c'est un entrepreneur en série. Et je le reçois parce qu'il vient de sortir une BD, que je vous montre là, sur l'entrepreneuriat. Voilà. Ça s'appelle Entrepreneurs. C'est comme ça ? C'est comme ça. Voilà. Donc, cette BD est venue d'où, en gros ? Alors en fait, donc, je suis diplômé d'une école de commerce. J'ai été diplômé il y a 1 an et demi. Et pendant cette période, j'étais dans la phase de transition entre la vie étudiante et la vie adulte. Ouais. Et j'étais en stage à l'étranger. Et moi, j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. Et à cette époque, je me rappelle que ma mère m'a téléphoné donc depuis la France pour me demander: est-ce que tu as commencé à faire ton CV, est-ce que tu as préparé tes lettres de motif? Et moi, qui n'avais pas de projet à l'époque et qui n'envisageait absolument pas de rentrer dans le salariat, j'ai commencé à me poser énormément de questions sur moi-même, sur mon envie d'entreprendre, sur mon futur, et de me poser des questions, d'en discuter avec des amis qui étaient dans la même situation que moi. En fait, j'ai très vite eu l'idée de vouloir partager ce que je vivais, les réflexions que je me faisais. Et j'ai eu l'envie de le faire sous la forme d'une bande dessinée, parce que pour énormément de raisons, comme par exemple... bande dessinée humoristique en plus. Voilà, c'est surtout l'aspect humoristique qui me plaisait, pour pouvoir faire passer les messages de manière indirecte et rendre la lecture ludique et en même temps apprendre par la lecture, amener le lecteur à se poser des bonnes questions, faire en sorte qu'il se reconnaisse dans les pages et avec les personnages. Et voilà. Bon. Alors moi, ce qui est très intéressant évidemment, c'est que quand on te connaît un peu, on sent que tu es un entrepreneur né, quoi. Il y a des gens comme moi, par exemple, qui ont hérité ça plutôt de leurs parents, bon. Mais toi, a priori, tes parents ne sont pas entrepreneurs, c'est même le contraire, si on comprend bien. Mes 2 parents sont fonctionnaires, donc je suis mal parti au départ. Mais c'est pour ça que j'ai dû vraiment me battre, et le rapport avec la famille, notamment avec ma mère, a été une des choses les plus dures à surmonter. Est-ce que tu peux expliquer un peu ? Sans rentrer trop dans l'intime. Mais... Par exemple, pour revenir 2 ans auparavant, 1 an et demi auparavant, quand ma mère m'a appelé depuis la France pour me demander si j'avais commencé mes lettres de motivation, et que je lui ai répondu au bout d'un moment: non, je vais rentrer, je vais créer ma société et faire une bande dessinée. Ouais. Ma mère, elle s'est mise à pousser des cris, à me dire des BD, il y en a des milliers qui sortent tous les jours, jamais tu feras de l'argent comme ça, etc. C'est même la première page, donc on voit... L'entrepreneur est souvent menacé par un être surprotecteur capable d'inhiber ses folies créatrices. Et là, on se dit, l'État... non, sa mère. Donc, il y a une petite phrase qui dit, que j'aime bien, dans l'entrepreneuriat, le plus dur, c'est pas de convaincre le banquier, les premiers clients, le fournisseur, mais sa propre mère. Sa propre mère. Bon, après, je sais que ça peut varier en fonction des individus, mais... que ce soit la mère, le père, ou même parfois des amis, ou les professeurs... beaucoup de personnes peuvent essayer d'attirer un entrepreneur vers les voies traditionnelles. Ce que j'aimerais comprendre, moi, c'est d'où est-ce que ça peut venir, cette envie d'entreprendre aussi jeune, alors qu'on ne l'a pas reçu de sa famille, qu'on vit dans un pays quand même qui tend plus vers le fonctionnariat que vers l'entrepreneuriat, ça c'est moins qu'on puisse dire. D'où est-ce que ça vient ? Parce que c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de risques. C'est très bien expliqué d'ailleurs, quand on est entrepreneur, on risque tout. Peut-être pas la mort, mais enfin en tout cas on risque de tout perdre à tout instant. Donc d'où est-ce que ça vient, cette envie ? C'est inné ou c'est acquis ? Je sais pas, je pense que c'est une façon de voir les choses. Une envie d'entreprendre, en général, ça se commande pas vraiment, c'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous. En général, on le sait quand on veut créer quelque chose, quand on veut faire les choses différemment. Entreprendre, c'est une façon de voir le monde et le rôle que l'on veut jouer dans le monde. Alors c'est quelle façon justement ? Parce que ce qui ressort bien de en couverture, c'est qu'on est tout un tas de moutons, et que l'entrepreneur, lui, il sort du rang, quoi. Il va dans l'autre sens, voilà. Et c'est très bien illustré. Est-ce que tu peux en dire plus ? Alors donc sur la couverture, j'ai voulu représenter, donc en arrière-plan on voit une façade qui pourrait être une façade d'un grand bâtiment
je sais pas, la défense ou ce genre de choses. Ouais. En fait, la foule de moutons va dans la même direction. On peut voir que tous les moutons sont identiques. Ils se ressemblent tous les uns des autres. On peut voir aussi qu'ils sont pas spécialement épanouis, mais qu'ils ont l'air de pas... Tristounet, quoi. Voilà, un peu tristounets. Et d'un autre côté, les deux entrepreneurs qui veulent absolument sortir du chemin tout tracé et encouragés par famille, gouvernement, amis, système éducatif, ce genre de choses. Donc ils déchirent leurs vêtements de mouton pour essayer de trouver leur liberté. Et ce qui est marrant, c'est que généralement, lorsque les personnes veulent fuir le troupeau de moutons, les moutons qui sont restés dedans essayent de les réattirer dans la foule et de les faire en sorte qu'ils reprennent les rangs. Mais on peut voir sur la jaquette qu'ils sont complètement déterminés et que rien ne peut les arrêter. C'est ça. Voilà. En fait, il faut, je pense, Alors, il y a un moment, il est dit, c'est pas des couilles qu'il faut avoir, c'est des noix de coco. Ouais. Je trouve que l'expression est pas mal parce que on risque tellement de choses, à commencer effectivement par le regard des autres. Ouais. Il y avait un scientifique qui s'appelle Richard Feynman qui disait on se fiche de ce que les autres pensent de nous, quoi. On y va parce qu'on le sait. Et de toute façon, même si on faisait faillite, on recommencerait. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, Alors, est-ce que l'entrepreneur est masochiste ou Bah, je sais pas, il aime prendre des risques et peu importe ce qu'il a. En fait, je pense qu'il sous-estime les conséquences et limite il s'en fout. En fait, peu importe ce qu'il arrive, s'il doit vivre des situations difficiles, il est tellement déterminé qu'il sait que de toute façon, s'il échoue, il recommencera plus tard. Par exemple, je pense qu'un entrepreneur a tendance à se sentir, à vouloir réaliser quelque chose au point de se moquer de comment et qu'est-ce qui est nécessaire pour le faire. Dans le sens où, par exemple, limite, il s'en fout de si ça va être dur, si ça va lui coûter beaucoup d'argent, s'il risque de tout perdre. Il s'en fout. Il veut juste le faire. C'est pour ça qu'il paraît inconscient aux Voilà, autres. parfois il peut avoir des réactions un peu bêtes. Enfin, je pense que, par exemple, un entrepreneur peut parfois préférer faire une chose un peu bête que faire la chose que tout le monde fait. C'est... Et alors, ce qui est drôle, c'est que à ton âge, donc tu as 25 ans, tu as déjà coulé 2 sociétés, quoi. Là, c'est ta 3e. Voilà, officiellement la 3e. Ouais. Du coup, ça, au lieu de... parce que l'échec en France, c'est terrible, quoi. On est moins que rien si on échoue. Alors que dans une culture plutôt anglo-saxonne, et tu es allé aux États-Unis, tu es allé au Japon aussi, tu parles mieux japonais que moi d'ailleurs, ce qui est très bien. Là-bas, c'est une culture de l'expérience. L'échec est une expérience dont on apprend. Ouais. Ça, c'est important quand même. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas en France ? Bah, je sais pas, je pense que ça vient de notre culture en elle-même ou de nos origines peut-être religieuses ou ce genre de choses. Je pourrais pas vraiment dire, mais bon, après, encore une fois, c'est pas parce que l'échec est pas mis en valeur que ça va pour autant empêcher un entrepreneur de le faire et de risquer l'échec. Je veux dire, l'entrepreneur, même si c'est pas mis en valeur, étant donné qu'il s'en fout de ce que pensent les autres, qu'il soit en France ou qu'il soit ailleurs, peut lui importer. Un vrai entrepreneur, en fait, dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel domaine, il va faire en sorte de s'adapter à l'environnement. Si l'environnement en France, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Aux États-Unis, des aspects positifs, des aspects négatifs aussi. Je pense que l'entrepreneur, c'est une personne qui sait s'adapter et qui ne va pas forcément vouloir à tout prix aller fuir la difficulté et s'il veut. Il y a peut-être des limites parce que dans un pays communiste on ne peut plus c'est sûr, si entreprendre du coup. Du tout. Cuba ou Et alors toi tu expliques pourquoi tu as échoué tes précédentes. Et ça c'est ça qui est intéressant parce qu'en plus tu as cette sincérité de le dire et notamment tu parles du RSI. Alors peut-être nos téléspectateurs ne connaissent pas le RSI. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, en fait, quand on est gérant d'une société, il y a 2 types de gérance. Il y a la gérance majoritaire et la gérance minoritaire. C'est en fonction du nombre de parts sociales que l'on possède dans la société. Donc, si on est gérant avec beaucoup de parts sociales, plus de 50, on se retrouve majoritaire, assimilé au RSI, donc, qui est un organisme qui va gérer les cotisations des gérants. Alors qu'un gérant minoritaire avec moins de 50% du capital social sera assimilé salarié.
Et cette simple différence, lorsque l'on débute, est vraiment importante et un jeune créateur a tendance à sous-estimer ceci, dans le sens où la première année, on n'a pas forcément énormément de profit, de vente, mais si on dépend du RSI, on devra quand même payer une certaine somme. Et dans ton cas précis, c'était combien ? Alors, dans mon cas précis, pour ma première création, en fait, on était tous les deux majoritaires, donc tous les deux dépendants du RSI. Pendant la première année, on n'avait fait aucune vente, on était encore dans la phase de préparation. C'est normal. Voilà, et même si on n'avait fait aucune vente, même si on avait gagné 0 € et qu'on n'avait que des dépenses, on a reçu donc un courrier du RSI qui nous demandait en fait le montant minimal, la franchise de base qui est à peu près de 1 500 € par personne, donc 3 000 € à payer, alors qu'à l'époque le capital était, je crois, identique à ce qu'on nous demandait et qu'on avait déjà dépensé C'est ça. la plus grande partie. Et tu me racontais là, sur le chemin que tu t'étais battu avec eux, évidemment, pour pas donner cet argent ou... Bah, c'est vrai que j'ai eu pas mal de difficultés et je sais que beaucoup de personnes qui dépendent du RSI vivent plus ou moins la même situation, parce que donc j'ai une page où je raconte cette histoire avec le RSI dans ma BD et c'est une des pages dont j'ai le plus de retours positifs et où énormément de personnes sont contents de voir que quelqu'un essaye de faire changer les choses à ce niveau-là. Et donc, Et on a affaire là-bas à des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Non, mais après, après, je sais pas, au début je pensais que c'était que le RSI de ma région, mais apparemment c'est comme ça dans toutes les villes de France. Mais Paris, c'est pareil. Personnellement, je sais pas, j'ai eu des dizaines de rendez-vous, à chaque fois j'avais un nouvel interlocuteur et qu'il fallait tout réexpliquer depuis le début, j'avais des justificatifs comme quoi je payais déjà la cotisation étudiante, il a fallu que je donne ma carte d'étudiant, mon justificatif, ils l'ont perdu, j'ai dû refaire 10 fois la photocopie. J'ai dans les montants qu'ils me demandaient à chaque fois, ça change, et quand ça change, c'est pas d'une virgule à l'autre, c'est je sais pas, ça prend 30% du jour au lendemain, on sait pas, ils sont même, souvent ils sont incapables de justifier eux-mêmes leurs calculs. Et pour l'anecdote, moi un jour j'ai reçu un truc du RSI qui me demandait 7 232 €. ouais. Donc j'ai une société qui n'emploie quasiment personne, il faut pas prendre peur parce que tout de suite il faut demander à son comptable est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut payer ou est-ce que je me suicide tout de suite ou est-ce que... Bon, et en fait, alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu dépeins l'entrepreneur comme quelqu'un d'hyperactif, d'hyper créatif et qui fait passer son travail avant tout, parce qu'en fait il n'a pas vraiment l'impression de travailler. Voilà. Et ça je me suis beaucoup retrouvé parce que ça les gens comprennent pas, et notamment la famille. Donc ça ressort. C'est pour ça qu'un entrepreneur, pour lui, si on lui parle de retraite, il va pousser des cris parce qu'il ne veut même pas prendre sa retraite. Et si on regarde les vrais entrepreneurs, par exemple, je ne sais pas, les entrepreneurs américains qui auraient pu prendre leur retraite à 25 ans parce que déjà millionnaires, ils ne peuvent pas s'imaginer de faire autre chose que ça. Donc c'est vraiment, la notion de travail, en fait, on ne se rend même pas compte quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on ne travaille pas, parce qu'on est toujours, lorsqu'on dort, on réfléchit à ce qu'on va faire demain, on réfléchit aux futurs produits ou concepts qu'on va lancer. Donc c'est vraiment, c'est une passion, c'est un... Et alors ça, c'est vraiment si peu compris que beaucoup de gens, en tout cas dans mon expérience, mais peut-être dans la tienne aussi, beaucoup de gens croient qu'on est esclave de notre propre comportement et que on veut travailler tout le temps sans profiter des joies de la vie, etc. Bah déjà, si admettons qu'on soit esclave, déjà c'est une forme d'esclavage où on est nous-mêmes, où on décide nous-mêmes d'être esclave. Donc d'avoir la main sur ce fait, en fait, déjà ça. La soumission librement consentie. Voilà, la soumission librement consentie, en fait, c'est. Ça c'est pas bien. Donc est-ce que c'est vraiment ça? Je dirais que. Ben, c'est pas vraiment, je sais pas, est-ce qu'on demande à une mère si elle est esclave de son fils? Je sais pas, c'est le même principe. Je me trouve pas esclave de ce que je fais. Je sais pas, si par exemple, quand je suis en vacances, limite, je suis encore en train de travailler ou je suis pressé de rentrer pour faire les choses que j'ai en tête. Donc
Oui, mais par c'est exemple, ce qui- il y a une planche qui ressort, dont je me rappelle, qui m'a frappé, c'est l'entrepreneur qui présente À sa belle-mère? non, Non? à sa copine Ouais. chez lui. Ok. Donc il dit voilà, là c'est la cuisine, donc on voit, il y a des horloges qui représentent toutes les fuseaux horaires. Il y a Jeune fille qui joue voilà, il n'y a pas de lit parce qu'il n'y a pas la place, donc je préfère avoir des bureaux pour mes... Donc finalement la fille elle se dit mais c'est qui ce taré quoi. Voilà, ouais. Et donc ça représente une expérience vécue ou bien? Bah, oui, un petit peu. C'est vrai que des fois, quand je sais pas, on est dans des repas et on nous demande qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire, et qu'on dit la vérité, enfin, les gens peuvent nous prendre pour des extraterrestres s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas la même façon de penser que nous. Mais c'est vrai que la BD s'inspire des choses que j'ai vécues, que je continue à vivre, et aussi de ce que mes amis entrepreneurs ont dû vivre. Donc tout est plus ou moins lié à la vie d'un entrepreneur. Et est-ce que tu dirais que la société idéale, c'est une société où les entrepreneurs, justement, peuvent être vraiment libres d'entreprendre parce que derrière, ça crée énormément d'emplois, ça crée énormément de valeur ajoutée, puisque c'est le cœur même de notre travail, Ouais. de notre démarche. Bah, Alors que les fonctionnaires ou les salariés ou tous les autres, le gouvernement et tout ça, c'est plutôt de gérer les ressources qui ont été créées par des entrepreneurs. Non? Bah, tout à fait. Est-ce que c'est le sommet de la pyramide pour toi? Je pense que la plus grosse des bêtises pourrait être de vouloir mettre des bâtons dans les roues aux personnes qui veulent faire des choses, parce que c'est vraiment le moteur, c'est ceux qui plantent les graines, et c'est ça qui va créer énormément de travail, d'opportunités pour les autres. Aussi, le but de l'entrepreneur, c'est de créer aussi du sens et de créer des choses pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu le courage et la volonté de faire ce qu'il a fait. Donc c'est sûr que plus un entrepreneur est libre dans ses actions, meilleure sera la société. Et, voilà, Donc il devrait y avoir quelque part une préservation, mais il ne faut pas non plus qu'on nous préserve trop, parce que sinon, il ne faut pas que ça soit trop facile, parce que sinon tout le monde va devenir entrepreneur. Je ne pense pas que tout le monde puisse devenir entrepreneur ou veuille devenir entrepreneur, parce que la plupart des gens aujourd'hui de nos âges veulent devenir fonctionnaires plutôt. C'est toujours la différence entre est-ce qu'on cherche la liberté ou est-ce qu'on cherche la sécurité. Beaucoup de personnes veulent la sécurité, ils veulent absolument savoir combien ils vont gagner à la fin du mois, où ils seront dans 10 ans. En fait, c'est vraiment deux façons de voir la vie. Pour ceux qui préfèrent la liberté comme les entrepreneurs, ils aiment ne pas savoir où ils seront dans 2, 3, 5 ans. C'est l'aventure. Voilà, c'est l'aventure. En fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une des... Avec voyager, avec quelques autres choses comme ça, c'est une des dernières aventures. Avoir des enfants. Ouais, voilà, une des dernières aventures du XXIe siècle, en fait. Et alors justement, parle-nous un peu de ton aventure pour conclure. Donc tu viens de sortir, elle est sortie quand? Alors, elle a été, c'est récent, je la vends depuis septembre 2011. D'accord. Donc on peut se la procurer sur Internet. Hein, voilà, soit sur Amazon ou si je suis en rupture de stock sur la page page Amazon, Facebook. tu fais moins de marge, je crois. Voilà. Il vaut mieux acheter sur la page Facebook. Si vous voulez une dédicace ou un message, envoyez-moi un mail et je t'en ferai une tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs, un de tes livres aussi, certains m'intéressent, je pourrais en acheter. Donc tu t'es auto-édité finalement, comme moi j'avais fait pour la maison d'édition, parce que tu n'as pas le choix. Et puis c'est pour faire plus de marge, j'imagine. Et c'est aussi parce que je voulais être totalement libre dans ma rédaction. Par exemple, comme on en parlait, j'ai critiqué un peu le RSI. Je pense que si j'avais eu un éditeur, j'aurais eu un petit gendarme pour me dire attention. Pas moi, mais d'autres éditeurs. D'autres éditeurs pour me dire attention, là tu vas trop loin, ne mets pas ce vocabulaire, ne dessine pas ce type d'individu, tu vas être accusé de je ne sais quoi. Parce qu'à un moment tu fais écrire à ton personnage, le RSI m'a tué comme Omar m'a tué, avec R à la fin. Je trouve ça assez drôle. Donc ça peut être mal pris évidemment. Ouais, pour le moment j'ai vraiment que des retours positifs. Ouais. Sur cette page en particulier. Mais oui, donc la chose que je recherchais le plus dans l'idée de créer moi-même ma maison d'édition, c'était que déjà d'être libre dans ma rédaction, et aussi étant donné que c'était une bande dessinée sur l'entrepreneuriat, elle pouvait être faite que par un entrepreneur, donc consister en elle-même en un projet entrepreneurial. Donc j'ai vraiment voulu que tout soit crédible et créer un ensemble qui ait du sens. Donc tu as créé ta société et tu comptes la développer maintenant avec d'autres auteurs. Voilà, c'est ça? je suis déjà en discussion avec quelques auteurs qui ont déjà... De BD aussi ou...
Pour le moment, de livres. Après, je suis aussi en train de préparer le tome 2 parce que tous mes lecteurs l'attendent déjà. Ouais. Et donc, j'essaye de gérer tout ça. Ouais. Ouais. Donc, bonne route à toi, longue vie à Pointe-Roll Édition. Merci. Quoi Pointe-Roll? Alors, en fait, une pointe-roll, c'est un des outils du tailleur de pierre. Je ne sais pas si c'est ce qui permet de tailler la roche. D'accord. Et donc, l'idée, c'était que Pointe-roll Édition, comme la pointe-roll du tailleur de pierre, en fait, Pointe-roll Édition crée des outils permettant à chacun de graver leur route dans la roche. Donc, c'est la petite idée Très bien. Symbolique. Eh ben donc on va te suivre maintenant, puisque l'aventure est lancée. A priori, là, tu vas pas faire faillite rapidement, non? Non, je me suis servi de ce que j'avais appris dans mes précédentes créations et mes ventes augmentent considérablement chaque mois et je pense que ça va aller. Bon, on te le souhaite en tout cas. Soutenez donc ce jeune entrepreneur. Moi, je suis vraiment fier d'être dans un pays qui, malgré tout, arrive à produire des gens de cette qualité et qui savent prendre des risques. On se connaît pas, hein, franchement. Non, on s'est rencontrés ce matin, mais je sens en toi une flamme que j'aimerais ressentir chez beaucoup de mes compatriotes. C'est gentil, ça me touche. C'est aussi un des objectifs de la BD, en fait. Je voulais transmettre ça. Voilà, et je sais que à la fin de la lecture, la BD peut faire l'effet de donner un petit coup de pied aux fesses à ceux qui hésitent et ça a aussi cet objectif. Oui, parce que c'est ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on se sent moins seul du coup. Parce que tu dis, mais il n'y a pas que moi qui ai vécu ça. On est tous dans le même cas. Voilà. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en France quand même. Il y en a énormément, oui, il y en a énormément. Donc l'espoir continue. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à son terme cette émission. Merci d'y avoir participé. Et puis n'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Souscrivez à Enquête et Débat pour nous permettre de continuer à interviewer des gens de cette qualité et qui ne sont pas encore connus et qui vont le devenir. Ça, j'en suis absolument certain. Donc il n'y a pas de problème. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.